Je suis ce qu'on appelle développeuse iOS. Ok. J'en fais depuis 15 ans. J'achète cet iPhone en septembre et en novembre, je deviens accro. Début 2010, qu'est-ce qui se passe? C'est Steve Jobs, en janvier, il annonce une tablette. Je me dis, bon, il y avait un appareil, commence à y en avoir deux, avec du matériel pour travailler, donc pour faire des applications ouvertes aux développeurs pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent et qu'ils le mettent à disposition et potentiellement gagnent de l'argent. Je me dis, bon, c'est ça que je veux faire parce que non seulement je suis accro, mais j'ai envie de travailler sur des produits que j'aime. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé à ton compte? Quel est le déclencheur? Donc aujourd'hui, j'accueille Audrey, a.k.a. Apple pour certains, avec qui j'ai joué au basket au CSP19 pendant quelques années, avec des années un peu particulières et surtout la dernière qui a été assez difficile. Mais je suis ravie en fait de l'accueillir. Elle va nous présenter son parcours, ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle est devenue entrepreneuse entre-temps. Elle a changé de statut. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Comment elle gère tout simplement? Donc on va le faire en 3 parties et vous allez découvrir quelqu'un que j'apprécie depuis longtemps. Bonjour Audrey. Bonjour Vanina. Comment vas-tu? Je vais très bien. D'accord. Donc m'en veux pas, moi je vais t'appeler Apple. Parce que du coup, Apple, c'est le surnom qu'on t'a donné à une époque et les autres comprendront pourquoi. Mais d'autres t'appellent Audrey, moi je t'appellerai Apple pendant tout le long. Donc c'est OK pour toi? D'accord. Ok. Est-ce que tu peux te présenter déjà quel est ton poste aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Donc, je m'appelle Audrey Sobgouzé-Bazé. Donc, j'ai 2 noms. Donc, on peut m'appeler soit Sobgouz, soit Zébazé. Audrey de mon prénom et pour mon surnom Apple, comme pour beaucoup qui sont dans le monde du sport, qui me donnent ce surnom en tout cas. Donc, je suis freelance. Dans du développement mobile, spécialisé plutôt sur iOS, beaucoup sur iOS, très peu sur Android. Okay. Donc je suis ce qu'on appelle développeuse iOS. Okay. J'en fais depuis 15 ans. iOS, est-ce que tu peux dire pour les non-connaisseurs qu'est-ce que c'est? Le plus simple, en général, quand il y a des gens qui ne sont pas très technologiques, je dis souvent je suis développeuse iPhone. En général, on dit iOS developer mais ça parle un peu iOS, ça va s'étendre à tous les systèmes, on va dire tous les environnements logiciels qui touchent aux appareils Apple. Et le nouveau nom maintenant, on peut dire développeuse Swift, parce que c'est le langage que j'utilise pour faire ces applications ou ces logiciels. Et des fois, c'est Apple Developer Platform Engineer. Donc, c'est vraiment, je touche à tout ce qui est sur Apple. Je précise que langage, tu parles de langage informatique pour les Exactement. Et donc, je pense que vous comprenez pourquoi on l'appelait Apple à l'époque, parce que justement, elle était développeuse iOS. Moi, pour mon cas, je travaillais à l'époque en tant que salariée dans une entreprise de services numériques. Je connaissais différents développeurs, mais surtout des hommes. Et Apple, c'était, je crois, l'une des seules que je connaissais, femmes développeuses, et iOS, donc Apple quand même, s'il vous plaît. Et à l'époque, je me rappelais qu'Apple, c'était... désolée, je suis Android, on ne va pas rentrer dans le combat, mais... Oui, j'ai essayé. C'est iOS. Apple, c'était hyper tendance. C'est encore tendance aujourd'hui, je ne dis pas le contraire. Mais donc, voilà pourquoi Apple. Quand tu avais commencé à travailler, du coup, sur les systèmes iOS, pour le dire avec l'accent, c'était l'iPhone 3, c'est ça? 2008, moi, je prends mon premier iPhone, c'est la version numéro 2. Donc, on appelle ça l'iPhone Edge. Il n'a pas trop de nom. C'est l'iPhone 2e édition, on va dire. Oui, 2007, plutôt, c'est l'iPhone Edge. 2008, c'est l'iPhone 3G, 2009, à peu près. Et on commence à avoir l'appareil photo qui arrive au fur et à mesure, le copier-coller au fil des années. Voilà, c'est vraiment des choses qui n'étaient pas là avant, vraiment, quand on regarde l'historique. Donc, oui, on était à peu près sur 2007, première, 2008, deuxième, 2009, troisième, 2010, 4e édition. Vous voyez qu'elle s'y connaît. Hein. Là, pour le coup, on ne peut pas dire qu'elle ne connaît pas tous les devices d'iOS. Mais du coup, là, aujourd'hui, on est au combien? On est au 16. Au 16. Ouais. Donc, mais il n'y a pas eu 16 iPhone. Il y en a eu un peu plus. OK. D'accord, là, moi, ça me va, s'il y en a plus. Mais déjà, bravo, parce que
là, c'est pour ma curiosité. Pourquoi iOS? Non, même, je vais revenir en arrière. Pourquoi développeuse? Parce que à l'époque, j'en ai d'autres en fait. J'ai des amis qui ont commencé des études d'informatique, mais finalement, elles font soit du RH, soit de la com, mais elles n'ont pas poursuivi. Pourquoi tu t'es dit l'informatique? Donc moi, je suis allée dans le sens inverse. Donc moi, j'ai même pas fait d'école d'informatique. J'ai fait une école d'ingénieur. D'accord. Je fais une école d'ingénieur en ce qui s'appelle spécialisation imagerie numérique et vision. Donc, c'est un peu tout ce qui touche au traitement d'images. Donc, reconnaissance de plaques d'immatriculation, algorithme de reconnaissance de visage, reconnaissance de forme. Ensuite, ça touchait même encore à tout ce qu'on appelle machine learning, donc intelligence artificielle, avec des modèles mathématiques à cette époque-là. Ouais. Donc, avant, on parlait de modèles mathématiques et pas d'intelligence artificielle. Ouais. Donc, j'étais vraiment, on est en 2009, vraiment la dernière année où je termine, mon école d'ingénieur. Et qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que quelques mois avant, en septembre 2008, c'est mon anniversaire, c'est la deuxième version de l'iPhone. Et avec la deuxième version, ils sortent ce qu'on appelle un App Store. Une application qui héberge, où tu peux télécharger d'autres applications faites par des développeurs. À ce moment-là, c'était encore du web. Donc, le langage dont je te parle, le langage Swift, il n'était pas encore utilisé. C'était des technologies web, parce qu'il faut bien différencier. Les technologies mobiles et web sont complètement différentes. Donc, j'achète cet iPhone en septembre et en novembre, je deviens accro. À l'iPhone? À l'iPhone, en sachant que j'achetais ça juste pour me faire plaisir et pour montrer que j'avais un iPhone. Donc, au bout de 2 mois, je commence à avoir beaucoup d'applications, à utiliser beaucoup d'applications. Et c'était des applications basiques. L'application la plus utilisée, la plus téléchargée à cette époque, c'était la torche. Donc, c'était quoi la torche? C'était une torche qui faisait de la lumière. Voilà. Ouais, il y avait vraiment des applications basiques. Il y a des applications aujourd'hui qui gagnent encore de l'argent, qui ont été faites il y a 15 ans, parce que tout le monde les utilisait et les gens n'ont pas arrêté, ils les ont maintenus et voilà. Donc au bout de 2 mois, j'arrive, je suis en train de chercher un stage de fin d'études, j'ai mon iPhone et je suis accro et qu'est-ce qui se passe? On est bien en 2008. En 2009, je fais mon cursus d'ingénieur. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, j'aimerais bien le nouvel iPhone. Donc, en juin 2009, j'achète le nouvel iPhone. Je pense que c'était en juin que ça sortait, à cette époque-là. Oui, je pense, à peu près. Et en 2010, début 2010, qu'est-ce qui se passe? C'est Steve Jobs, en janvier, il annonce une tablette. Une tablette qui va sortir quelques mois après, qui sort en mai 2010. Donc, en mai 2010, il y avait pas beaucoup d'Apple Store. Il y avait l'Apple Store du Carrousel du Louvre. Et il n'y avait pas encore Opéra, je pense, où c'était en construction. Ouais, j'ai un doute. Ouais, je ne sais plus exactement, mais c'était à peu près, il y en avait peut-être 2 maximum. Peut-être Opéra, mais Carrousel du Louvre, c'est celui que je connaissais. J'ai pris le train sur Lille, depuis Lille, parce que j'étais à Lille. Oui, en 2009, n'oublie pas, on ne se connaît pas encore. C'est vrai. J'arrive à Paris en 2010. Je prends... quand Steve Jobs fait déjà cette annonce, je me dis, bon, il y avait un appareil, il commence à y en avoir 2, avec du matériel pour travailler, donc pour faire des applications ouvertes aux développeurs pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent et qu'ils le mettent à disposition et potentiellement gagnent de l'argent. Je me dis, bon, c'est ça que je veux faire, parce que non seulement je suis accro, mais j'ai envie de travailler sur des produits que j'aime. Je suis très orientée produit, ça, mon parcours va un peu l'expliquer. Donc, quand je viens à Paris, j'arrive à Paris le 28 mai 2010 pour prendre l'iPad et je rentre avec. Et quand je rentre avec, je commence à m'auto-former. Je prends des cours. À ce moment-là, il y avait un monsieur qui faisait des cours gratuits de Harvard, de l'université. En plus de tes études? En plus de mon travail. Parce que je termine mon école d'ingénieur avec mon stage, validation du stage, remise des diplômes en novembre 2009. Je trouve un travail en novembre 2009 aussi à Lille. Donc, je repars sur Lille parce que j'étais à Saint-Étienne et j'avais fait mon stage à Toulouse. Et quand ils le sortent en 2010, en janvier, je commence à peine un nouveau travail. Donc, quand je rentre le soir, j'essaye de voir comment ça se passe, comment faire des applications. Pourquoi? Parce que j'ai un iPhone et j'ai un iPad. Donc, je peux très bien travailler dessus et j'ai pas de problème avec ça. T'aimes bien creuser, en fait, justement, parce que là, t'as découvert... ça veut dire que tu t'es autodidacte. Tu t'es formée, en fait, toute seule. Effectivement, tu as suivi un cours,
mais tu as essayé de comprendre, tu as essayé de décortiquer, tu as fait tout ce cheminement. Tu as toujours été comme ça? J'ai toujours été dans l'approfondissement des choses et dans le détail des choses. Je suis très méticuleuse, j'aime bien connaître comment sont les choses et j'aime bien expliquer dans le détail comment sont faites les choses, même si ça n'intéresse pas du monde. On va me dire que c'est mon signe astrologique, on va me dire que voilà, c'est un peu comment je suis, mais voilà, je mets beaucoup ça sur le signe astrologique, un peu être dans le travail, dans le détail et persévérer à chaque fois là-dessus. Et dans le souvenir, j'aime beaucoup les chiffres aussi. Enfin, voilà, c'est des trucs, peut-être, ça a une influence. Mais de par on va dire mon enfance, c'est des trucs que j'aimais bien faire. J'aimais bien expliquer des choses, détailler des choses. Donc, tu es tombé croque de l'iPhone et de l'iPad. Tu as commencé à te former. À partir de quel moment tu as travaillé ou tu as postulé justement pour un job autour de l'écosystème iPhone, iOS? Oui, donc quand je commence en novembre 2009, en novembre 2009, c'est des CDD. Je travaille dans un laboratoire d'informatique. Okay. Donc, idem, je suis vraiment dans ce pourquoi, on va dire, le diplôme que j'ai obtenu. C'est-à-dire, je fais du traitement d'image, je fais de la reconnaissance de visage dans un laboratoire d'informatique. Et c'est un CDD de 12 mois renouvelable, donc maximum 24 mois. Et qu'est-ce qui se passe? On est deux développeurs. Un qui venait de Bordeaux, qui fumait 15 000 € de clope par an. Je m'en souviendrai toujours parce qu'il avait dit qu'il avait fait le compte. Et pour moi, à cette époque, 15 000 €, ça représentait énormément d'argent. Ok, bah oui. Pour quelqu'un qui vient à peine de commencer à travailler. Donc voilà, c'est chapeau. Qui était très sympa. Et nous étions deux. Moi, j'ai pas été renouvelée. Donc, je l'ai su à partir du mois de septembre que je ne referais pas une autre année de 24 mois. Non seulement parce que je pense que je m'ennuyais un petit peu et la mission qu'on m'avait donnée, c'était vraiment... Ça avait un peu changé, en fait. Okay. Je devais travailler sur un projet européen et j'ai commencé à travailler pour un artiste. Ouais, donc, les projets européens, c'est 3 mois. Donc, je me disais que j'allais faire au moins 2 mois. Ouais. Quelqu'un d'autre allait faire une 3e année, mais je pense que ça, c'est pas fait. Et qu'est-ce qui se passe? Je me dis, bon, moi, je vais trouver le premier employeur qui va accepter que je vienne pour faire du développement iOS sur Paris. Parce que je me disais, à Paris, il y aura des opportunités. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je postule fin octobre dans une ESN, SS2I à l'époque. Ouais. Et le 13 novembre, je suis embauchée et je peux commencer le travail. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un aller-retour, je pense, une semaine après, parce que j'ai terminé le 2 novembre à peu près. Donc, je suis très vite allée à Paris. J'ai beaucoup préparé des entretiens. J'ai passé une semaine avec des entretiens. C'était à Boulogne-Billancourt. Donc, limite, les ESN étaient un peu basés là-bas. Et j'ai limite fait 3 entretiens dans la même rue, vers Marcel, Samba, tout ça. J'arrêtais pas de... Voilà, j'ai enchaîné. Une, c'était plus pour faire du C++, dans un autre langage qui n'a rien à voir avec ce que faisait l'iPhone. Et eux, c'est ceux qui m'ont proposé le moins d'argent, mais pour faire de l'iOS, du développement iOS. Tu as eu plusieurs expériences, en fait, entre ton premier job et maintenant. Pour passer rapidement la partie salariée, tu as fait combien de temps en tant que salarié? Puisque maintenant, tu es à ton compte. Tu as fait combien de temps, en fait, en tant que salarié? En tant que salarié, j'ai fait donc de 2009 à 2020. Voilà, donc 11 ans. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé à ton compte? Quel est le déclencheur? Quand j'arrive en 2020, j'ai 11 ans d'expérience. J'ai toujours envie d'être développeuse. J'ai pas envie d'être chef de projet. J'ai pas envie d'être manager. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir un gap salarial. Je fais exactement la même chose que des gens potentiellement de 5 années d'expérience, sauf que j'en ai 10. Quand il y a des problèmes, bah oui, avec mes 10 ans d'expérience, je peux gérer la situation plus rapidement que les autres quand il y a des problèmes. Mais dans la généralité, il n'y a pas des problèmes tous les jours où on développe. Donc, cette expertise de 10 ans, elle perd à peu près 3 ans par rapport à... Voilà, on la rabote de 3 ans, on va dire 7 ans, et par rapport au salaire. Donc, on va dire, on va te payer plus que celui qui a 5 ans d'expérience, mais on ne va pas te payer comme si tu as doublement d'expérience par rapport à celui qui a 5 ans. Quand tu arrives à ce stade-là, tu te dis, bon, je fais à peu près la même chose que tout le monde.
dans 80% des cas, je ne vais pas passer manager juste pour une augmentation salariale. Donc, tu te retrouves à se dire, bon, finalement, je préfère rester, être freelance à mon compte, où, en fait, je prends un tarif et de la même manière, je peux, en fonction de ce qu'on me demande de faire, ajuster mon tarif, parce qu'on peut très bien me dire, fais exactement la même chose que les autres, mais on va moins me dire, on va te payer pareil que les autres. Je comprends. Mais du coup, tu t'es lancé, tu avais déjà des gens dans ton entourage qui s'étaient lancés, d'autres peut-être des anciens collègues qui sont passés freelance. Tu aurais pu... je comprends le sujet en fait salarial, mais tu n'as pas eu d'appréhension justement à te lancer en auto-entreprise, je crois? Si, j'ai une grosse appréhension parce qu'au début, je m'inscris sur Malte, la plateforme de freelance, en même temps que je suis en CDI. Je prends des missions soir et week-end qui commencent à avoir de bons retours. Donc, des gens sont contents de ce que je fais. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive le moment où c'est un peu... on est en plein Covid, on est en 2020. En juillet, ça va. Mais en fin d'année, bon, voilà. C'est là que je me pose des questions. Je me dis, bon, encore une énième démission, Audrey, Apple. Je ne me dis pas Apple, moi, quand je suis toute seule. Mais bon, encore une énième démission. Oui, si c'est pour faire quoi? Oui, donc il ne faut pas se louper. Sachant que moi, je n'ai pas fait de rupture conventionnelle. Donc, je n'ai pas le droit au chômage. Ouais. Donc, si je démissionne, c'est parce que j'ai trouvé quelque chose. Il se trouve que j'ai démissionné de mon avant-dernier poste pour trouver un autre poste qui était un CDI. Okay. Et au bout de 2 mois, je savais que c'est pas ce que je voulais. Mais avant ça, qu'est-ce qui se passe entre le moment où je démissionne de la société où j'ai passé plus de temps pour aller dans une société où finalement je mets 2 mois, où je passe 2 mois. J'ai fait en 2020, on est tous, voilà. Pendant l'été, on est vraiment tous à personne voyage, tout est fermé, rien du tout, on reste à la maison, on va sur les réseaux sociaux, on fait tout in-house, on va dire. Et j'ai eu en fait une opportunité où je me suis dit, bon, j'aimerais quand même faire une petite rétrospective sur moi. Et par rapport à des projets futurs, j'aimerais savoir où j'en suis par rapport à la confiance en soi. Donc j'ai pris un coach, une coach même, une femme que je connaissais, dans mon entourage, qui m'a fait des séances pendant 2 mois où on parlait juste coach développement personnel. Voilà. Dans le coach dans du développement personnel, voilà, on aborde aussi des thématiques de quels sont tes freins, quelles sont tes blessures. Donc forcément, j'avais ce gros syndrome de l'imposteur qui était là, parce qu'en tant que femme, mais je me suis rendu compte dans la dernière année où en fait j'ai travaillé, j'avais eu de gros soucis avec un collègue, clairement, et ça m'avait beaucoup atteint, mais beaucoup. Dans ma vie personnelle, c'était très... Voilà, ça avait vraiment eu un impact personnel. Ouais. Et je me disais, mais pourquoi on me prend avec tout le bagage, on va dire, que j'ai, pour quelqu'un qui débute, quoi. C'est-à-dire, on a voulu un peu me rabaisser dans certains aspects de mon travail. Et il y a eu ce déclic-là, justement, on va dire, en juin, un peu, voilà, où je me suis sentie finalement qualifiée. C'est genre... Mais, tu fais quelque chose parce que tu l'aimes, mais non seulement on te dit que tu l'aimes, tu aimes ce que tu fais, c'est pour ça que tu le fais, mais tu es doué dans ce que tu fais. Et du coup, tu aimes faire quelque chose dont tu es doué. Donc, c'est encore voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, bon, je vais quand même prendre des cours. Voilà. Mais c'est vraiment le gros déclic qu'il y a eu avec un collègue, idem, qui m'a fait comprendre ma valeur, avec mes séances qui m'ont fait comprendre la valeur de ce que je fais. Aussi, ça m'a permis en fait, d'aller interroger des gens pour savoir qu'est-ce que les gens pensent de moi de manière professionnelle. C'était beaucoup professionnel à ce moment-là, personnel aussi. Et j'ai eu, on va dire, je suis passée de syndrome de l'imposteur, je le dis toujours, et voilà, de syndrome de l'imposteur à 70%, de syndrome de l'imposteur à 10%. Donc voilà, c'est quelque chose quand même... Voilà, c'était gros. Ouais. Et à partir de ce moment-là, c'est là que je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas rester dans un énième CDI sous prétexte que, voilà, que c'est un CDI et que de toute façon, je suis payée, mais comme je ne peux pas dépasser les plafonds, je vais rester comme ça, je suis mieux payée que la plupart des gens en France, c'est pas grave. Non, c'était juste, je veux choisir ce que je veux, ce sur quoi je veux travailler. Et le jour où ça ne marche pas,
comme j'ai l'habitude de démissionner et pas de faire des ruptures conventionnelles, donc d'essayer de grappiller quelques indemnités à gauche à droite, je me suis dit non, en fait, je vais juste aussi rompre le contrat comme j'ai l'habitude de le faire quand je démissionne de mes CDI. Et c'est pour ça que j'ai très vite arrêté la mission. J'ai commencé mon CDI de 2 mois, donc pendant la période d'essai. Et j'ai très vite cherché une mission en freelance. J'avais déjà mon statut. Donc, on arrive de 2020 où j'ai un statut où je fais des petites missions le soir et week-end à du full-time, donc du temps plein. En juin, c'était en avril-mai, donc j'ai fait avril-mai en juillet 2021. Tu as commencé en micro-entreprise et tu as switché en fait en URL. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Quand on est en micro-entreprise, on ne doit pas dépasser un certain plafond de chiffre d'affaires. À partir de ce moment-là, il y a 2 années de battement où on peut le faire. Et à partir du moment où la 2e année, 2 années consécutives, quand 2 années consécutives sont dépassées, il faut créer une entité. Et là, maintenant, on tombe dans quelle entité je dois choisir. Ça dépend de son projet. Il faut toujours aller voir quelqu'un de compétent sur ces sujets, un peu dire ce qu'on veut faire, ce qu'on prévoit de faire dans les 2-3 prochaines années. Et des experts comptables, ils vont potentiellement orienter sur le type de structure à monter. Et du coup, tu as une EURL, donc c'est entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Tout à fait. Donc maintenant, autant avant, tu n'avais pas de relation avec un cabinet expert comptable, maintenant tu en as une. Oui, maintenant je paye un expert comptable. C'est un cabinet expert comptable en ligne. En ligne. En ligne, ok. Comme tu as un interlocuteur, une interlocutrice. J'écris dans un chat. Ok. Et je renseigne tout, c'est-à-dire c'est moi qui scanne tout et moi j'aime bien ça parce que j'aimerais avoir le contrôle sur pas mal de choses. Ok, non, t'as raison. Et c'est plus simple. Est-ce que tu as trouvé ça simple ? Est-ce que tu as trouvé ça difficile ? Pour quelqu'un qui arrive à gérer beaucoup l'administratif, il n'y a pas de problème pour moi. Pour quelqu'un qui ne le fait pas, il y a plusieurs offres, par exemple, pour l'entreprise en ligne où je fais. Il y a quand même un peu de travail, mais le travail il sera moindre. C'est-à-dire catégoriser mes achats quand ils ne sont pas bien catégorisés, parce qu'il y a un pré-remplissage de temps en temps. Quand ce n'est pas pré-rempli, non. Et moi, en fait, j'aimerais savoir où maximiser potentiellement ses bénéfices, etc. Et à chaque fois, je regarde comment le comptable l'a fait. C'est un peu comme, je te rappelle, quand je te disais que je faisais du test et qu'il fallait que je sache comment on avait réparé, corrigé l'anomalie. Ben moi, je veux savoir comment eux, ils font pour se dire que, en fait, est-ce que s'il faudrait que j'achète ça à tel moment pour avoir la TVA, est-ce qu'il faut que je prenne sans TVA, est-ce qu'il faut que je... Voilà, donc tout ce genre de trucs, ça m'intéresse. C'est des petites leçons d'optimisation comme ça qui m'intéressent. Et parce que après, forcément, le but, c'est de viser plus gros et de faire de plus grosses... Bénéfices, voilà. Résultat, on va dire positif. Voilà. Mais dis-moi, le fait que ce soit en ligne, ça ne te dérange pas ? Parce que certains, en fait, peuvent être réticents à avoir quelqu'un... personne, en fait, finalement. Tu voulais quelqu'un en face ? Ça te dérangeait pas de pas avoir quelqu'un en face ? Pas du tout. Et en plus, il y a une app. Il y a une app. Quand il y a une app qui est relativement bien faite, ça va. Si l'application était pas très belle, était pas maintenue, je pense que j'aurais pas utilisé le produit ni les experts comptables derrière. J'avoue, tu serais venu les voir en disant vous devez améliorer ça. Exactement. Parce que si je clique sur un bouton, il est pas beau, il marche pas, c'est un peu compliqué. Tu me diras quelle est l'appli que tu utilises, quel cabinet expert comptable tu utilises. J'utilise Dougs. Ils sont à Lyon. Voilà. Okay. J'aime bien la chaîne YouTube. Exactement. Donc voilà, tous les webinars de Dougs, je pense que je les ai presque tous faits. Et voilà. Et il y a des jours où j'ai juste envie de les revoir parce que c'est très utile. Je suis ravie pour toi, en fait, que justement, tu aies eu cette évolution. Et je pense que le fait d'être mis à ton compte, tu as aussi un positionnement différent. Moi, je l'ai connu aussi, c'est-à-dire que là, tu choisis tes problèmes. Exact. Tu n'es pas obligé de subir, en fait, les choses. Et c'est plus facile, en fait, de te détacher, en plus du sujet, de la personne ou autre, parce que, c'est pas grave, je vais trouver autre chose. On n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème, ou je ne correspond pas à ce que tu veux, pas de problème. On va trouver autre chose, on passe à autre chose. Et la charge mentale, déjà, elle est un peu plus légère. Exactement. Je te remercie déjà pour ce premier partage. On va essayer de
de faire ça en 3 parties. On va s'arrêter là un instant et puis on se rejoint. En tout cas, on a parlé de ton parcours, du fait que tu es quand même venu jusqu'à Paris, donc ça, c'est pas rien. Tu t'as relevé le challenge. Tu vis de ta passion aujourd'hui, et ça, bravo, parce que tout le monde ne peut pas le faire. Donc, et ça continue, donc ça top. Tu as pris en expérience, tu es passé en fait de salarié, enfin, tu étais salarié, tu as été freelance, donc tu as fait les deux en même temps. C'est pas forcément simple parce que c'est beaucoup de taf. Et après, maintenant, tu es en freelance. On n'a pas parlé du fait que tu pouvais travailler un peu, voilà, différentes missions et à différents lieux aussi. Mais on y reviendra. En tout cas, merci Audrey. Merci Vanilla.